It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Parker Schnabel était censé trouver de l'or. Ce qu'il a trouvé à la place a peut-être révélé quelque chose enfoui depuis des dizaines de milliers d'années. Et ce n'était pas un trésor. Lors du tournage de la saison 15 de La Ruée vers l'or, les caméras ont filmé bien plus que du matériel cassé et du sol gelé. Elles ont documenté une découverte terrifiante qui a bouleversé Parker. Ce qui avait commencé comme une course aux millions d'or s'est transformé en une descente terrifiante vers l'inconnu, vers une faille qui n'aurait jamais dû être ouverte. Le Klondike ne murmure pas, il hurle. Ce territoire est brutal, ancien et regorge de choses qu'il vaut mieux laisser intactes. Il pensait le savoir mieux que quiconque. Il avait passé plus d'une décennie à creuser la terre gelée, à la recherche de l'or avec la précision d'un tacticien affamé. Mais cette saison, quelque chose de différent se cachait sous la glace. Et lorsqu'il a refait surface, accidentellement et violemment, cela a provoqué une onde de choc dans le monde minier. Avant d'approfondir le sujet, il est clair que ce qu'il a découvert sous la glace n'était pas destiné à être découvert. Et ce ne sera pas la seule chose qui vous laissera sans voix. Ce n'était pas une saison ordinaire. C'était la 15 AB, celle dont tout le monde pensait qu'elle allait battre des records, réécrire son héritage et redéfinir l'exploitation aurifère dans son ensemble. Mais ce qu'ils y ont trouvé n'était pas brillant. Ça ne brillait pas. Ça me fixait. Il y a vraiment du bon forage là-dedans. En fait, il y en a aussi beaucoup de mauvais. Il faut donc être précis. Car si on place le stand au mauvais endroit sur un terrain comme celui-ci, on se retrouve ruiné. Durant les premières semaines de la saison, il nourrissait de grands espoirs. Il a trouvé une parcelle prometteuse, une coupe froide de 4 acres, simplement appelée le Loup. C'était une terre fertile profonde, enfouie à 9 mètres de profondeur. Y parvenir nécessiterait une force brute, un timing parfait et des milliers de tonnes de déblais enlevés. Mais il n'a pas bronché. Il avait un plan. Il avait son équipe. Il avait ses chiffres. Ils étaient à la recherche d'au moins $1 million d'or. Mais à mesure que les excavateurs creusaient plus profondément, le sol commença à les trahir. Il ne s'agissait pas d'une simple inondation panique ou d'un effondrement boueux. C'était quelque chose de plus ancien, d'anormal. D'abord, il y a eu la rupture du pergélisol, puis la remontée de la nappe phréatique, puis l'odeur. C'était âcre, métallique, inhabitual, le genre d'odeur qui n'a pas sa place dans le sol, ni au XXIe siècle. Puis, alors qu'une excavatrice creusait une couche particulièrement gelée, toute l'équipe cessa de respirer, car elle ne trouva pas d'or. Elle trouva un os, et pas n'importe lequel. C'était courbé, allongé et lisse, solide et figé, mais indéniablement biologique. Appelé sur les lieux, il fixa la scène avec un silence stupéfait. « Est-ce un arbre ?» murmura quelqu'un. « C'est une sacrée défense, » dit un autre. « Mammoth » confirma-t-il. Mais au moment même où il prononçait ce mot, quelque chose clochait. C'était trop grand, trop symétrique, trop préservé. C'est un arbre ancien, c'est une sacrée défense. Mec, une défense de mammouth. Cette chose est incroyable. La défense n'était que le début. En dessous, enfouis dans la glace, ils en ont trouvé d'autres. Une mâchoire massive, avec des dents usées comme aucun mammouth laineux ne devrait l'être, enchâssée dans cette paroi gelée, parfaitement scellée par des couches de thym et de limon, se trouvait ce que les paléontologues appelleraient plus tard l'un des restes de prédateurs de l'ère glaciaire les plus complets jamais découverts au Yukon. Mais ce qui le choqua, et qui allait finalement faire la une des journaux internationaux, ne fut ni la taille de la créature, ni même son parfait état de conservation. C'était ce qui était encastré dans son crâne. Une sphère, artificielle, polie, encastrée, non logée, enterrée avec. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait d'une pierre, puis peut-être d'un morceau de métal patiné par la glace. Mais l'artefact était lisse, noir, frais au toucher, même avec des gants. D'habitude calme sous la pression, il parut perturbé pour la première fois depuis des années. « Ceci n'a rien à faire ici », murmura-t-il. La sphère avait à peu près la taille d'un pamplemousse. Des scans laser effectués quelques jours plus tard ont révélé une gravure le long de son équateur, comme une sorte de code ou de marquage primitif. Mais ce n'était pas primitif. C'était trop précis, trop net. Le genre de choses que la nature ne crée pas. Le genre de choses que la science ne peut expliquer. Du moins pas encore. De retour au camp, il a soigneusement gardé sa trouvaille dans une caisse sécurisée. Il ne voulait pas attirer l'attention.
Un chercheur d'or du nord-ouest du Canada a fait une découverte aussi incroyable qu'inattendue. Un mammouth momifié, vieux de plus de 30 ans, selon ses dires. Mais la nouvelle finit toujours par se répandre. À la fin de la semaine, des rumeurs circulaient dans le camp minier. Une relique, une menace enfouie, quelque chose d'ancien, ou peut-être pas. Et puis vint la visite du gouvernement. 2 hommes, sans prévenir, passent du Yukon, pas de noms, juste des mallettes et des questions. Ils ne s'intéressaient pas aux rendements en or. Ils voulaient des coordonnées. Ils voulaient la défense. Et plus que tout, ils voulaient la sphère. Il refusa de la lui céder. Voici notre découverte, dit-il. On ne transmet rien. Mais c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Les images ont disparu. La GoPro qui avait filmé la déterrement avait été effacée. Le flux du drone était corrompu. Les fichiers de sauvegarde avaient disparu. Lui seul avait les photos. Mais même lui ne se sentait plus en sécurité. Cette nuit-là, le générateur tomba en panne. Les lumières du site s'éteignirent. En retournant à sa caravane, il dit se sentir observé. Il y avait quelque chose dehors, dit-il à Mitch le lendemain. Pas quelqu'un, quelque chose. À la fin de la semaine, toute l'équipe en parlait. Le malaise, les points de froid, les dysfonctionnements du matériel de fouille à chaque fois qu'ils approchaient du site d'enfouissement de la sphère. Une excavatrice a tout simplement refusé de démarrer. Une conduite de carburant a explosé, envoyant un membre de l'équipage à l'hôpital avec des brûlures. La chambre aurait dû rester enterrée. Parker Schnabel n'était pas un novice en matière d'étrangeté. En plus d'une décennie d'exploitation minière, il avait découvert de nombreux objets étranges. Outils rouillés, reliques anciennes, fossiles gelés. Il avait vu des défenses de la taille de troncs d'arbres, des os qui ne correspondaient à aucun animal encore vivant. Mais la deuxième chambre, c'était différent. C'était faux. Le creux qu'ils avaient découvert sous la glace était trop parfait. La nature ne crée pas de cercle comme ça. Les parois étaient lisses. Les glyphes, étrangers et répétitifs, ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait déjà vu et ne semblaient pas pouvoir être reconnus par les archéologues contactés. Ils ne correspondent à aucune langue indigène, a déclaré un expert. Et ils ne sont pas modernes, mais ils sont trop parfaits pour être anciens. Et c'est ce qui le terrifiait le plus. Voyez-vous, la relique qu'ils ont trouvée, la sphère noire, semblait devoir reposer sur ce piédestal. Ses dimensions correspondaient exactement à celles de la relique. Il y avait même une légère empreinte à sa base, comme si quelque chose y avait été placé depuis des siècles, peut-être plus longtemps. Mais voilà le hic, le piédestal n'était pas seulement conçu pour supporter quelque chose. On aurait dit qu'il était destiné à l'alimenter. Des tiges métalliques enroulées autour de la base, intactes et intactes, ne ruinent pas. Et sous la structure, des capteurs captant de faibles champs électromagnétiques, toujours actifs. C'est vrai, quoi que cette chambre ait pu faire, ce n'était pas terminé. Son équipe voulait la combler et passer à autre chose. Vite, sans or, sans récompense, juste des ondes étranges et du temps perdu. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Plus il regardait les glyphes, plus il rêvait d'eux, littéralement, de chevaliers aux motifs tourbillonnants, d'une pression dans son crâne et de quelque chose d'autre. Une voix, pas des mots, pas des murmures, juste une présence, observant, écoutant, attendant. Il faut qu'il descende un peu plus. Non, oui, mais ce bout-là doit aller par là. Parker, à environ 30 cm. Ouais, c'est impossible, parce qu'il doit descendre à cause de l'écran. Oh, et là, les maux de tête ont commencé. Il n'était pas le seul. La moitié de l'équipage se plaignait de nausées, de migraines et d'une sensibilité à la lumière dès qu'ils approchaient du site. L'équipement tombait constamment en panne. Les radios grésillaient. Les données GPS s'effaçaient d'elles-mêmes. Un jour, l'ordinateur de bord d'un bulldozer affichait des coordonnées inexistantes. Des chiffres bien au-delà de tout système de cartographie mondiale, comme s'il marquait un lieu extraterrestre. Pourtant, il est resté. Puis, une nuit, la Terre a bougé. Pas un effondrement, juste une pulsation. Les capteurs au sol se sont allumés pendant moins de 3 secondes. Une puissante onde sismique a jailli directement du site de la chambre. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas une question de météo. C'était inexplicable. En quelques heures, le camp minier du Klondike s'est transformé en cirque. Des camions sont arrivés, pas les leurs. Plaques d'immatriculation officielle. Homme quelconque. Bottes propres. Aucune question. Aucun badge. Ils ont exigé l'accès à sa tranchée privée, invoquant l'instabilité géologique.
Mais il savait que ce n'était pas le cas. Mitch Hassey et le reste de l'équipage aussi. Ce n'était pas une question de sécurité. C'était une question de contrôle. Il voulait l'artefact. Mais il l'avait déplacé quelques jours auparavant, caché, enveloppé de plomb et enfermé dans un conteneur de fret désaffecté, enfoui sous de vieux équipements derrière le dépôt de carburant. S'ils voulaient le récupérer, il leur faudrait creuser. Pourtant, les avertissements continuaient de pleuvoir. C'est alors que les anciens rapports ont refait surface. Des données historiques enfouies dans les archives, des lettres de la fin du 19e siècle, des mineurs disparus au Klondike, des équipages entiers disparus sans laisser de traces, des journaux intimes mentionnant d'étranges lumières, des voix dans la neige et des objets découverts qui auraient dû rester enfouis. Plusieurs explorateurs avaient cartographié la zone proche de ces fouilles à l'époque, mais les archives étaient incohérentes. Certaines cartes ne correspondaient pas à d'autres. Il y avait Gold Run, un ruisseau extrêmement riche, et là où il se jetait dans Dominion, je suppose que c'était juste ici. Le relief avait complètement changé. Des lacs étaient apparus là où il y avait auparavant de la terre sèche. Le seul point de repère constant, plus son équipe travaillait en profondeur, plus les choses devenaient étranges. La faune a évité la zone. Les oiseaux ont cessé de voler au-dessus. La ville la plus proche a signalé des aurores boréales nocturnes, mais le ciel était dégagé. Les habitants se mirent à murmurer à nouveau. Le Klondike se réveille, lui dit un ancien, et on creuse jusqu'à son cœur. Mais il ne céda pas. S'il y avait quelque chose là-dessous, doré ou non, il voulait savoir ce que c'était. C'est alors que l'équipage commença à voir des choses. Des ombres, rapides, juste à l'extérieur des projecteurs. Des gens qui n'étaient pas là quand ils se sont retournés. Des machines qui tournaient toutes seules. Le chien du camp, habituellement calme, se mettait à grogner chaque nuit exactement à la même heure, à 2h23, puis les cris. Cela lui a suffi pour fermer le site pendant une nuit, mais pas pour l'arrêter. Il était allé trop loin, avait creusé trop profond, avait trop vu. Puis vint l'excavation finale. Sous la pression des investisseurs et soucieux de rentabiliser ses coûts, il fit appel à une équipe complète d'entrepreneurs. Des foreuses plus grosses, des machines plus lourdes. Le plan était simple, briser le mur du fond de la chambre et voir ce qui se cachait derrière. Le son ne passait pas par les microphones. Il contournait les oreilles. Il frappait les os, grave et profonde, comme une chanson oubliée datant d'avant la marche debout des humains. Parker se tenait sur le seuil et savait que ce n'était pas de l'or qu'ils avaient découvert, la porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Personne ne dormit la nuit suivante, pas un seul membre d'équipage, pas même Parker. La chambre n'était plus une simple anomalie. C'était actif. Le bourdonnement s'intensifia après qu'ils eurent brisé le deuxième mur, vibrant désormais à travers leurs côtes comme un battement de tambour invisible. Les relevés électromagnétiques montèrent en flèche. Les aiguilles des boussoles tournoyèrent. Les cartes GPS s'éteignirent. Et quelque part au plus profond de la Terre, quelque chose réagit. Ils se tenaient au bord de la brèche, les projecteurs perçant à peine l'épaisse obscurité surnaturelle qui s'infiltrait maintenant par l'ouverture. « Ce n'est plus une mine », dit-il doucement. « C'est autre chose. » Et cette prise de conscience a été dure, car les mineurs connaissent le terrain. Ils y vivent. L'étudiant l'écoute. Mais ce terrain, cet endroit, répondait, et son ton n'était pas amical. La structure derrière le mur était massive, plus grande qu'on ne l'imaginait, semblable à du métal, mais pas du métal. Les murs absorbaient de la lumière au lieu de la refléter. Pas de jointure, pas de boulons, aucun signe d'érosion. Juste des angles parfaits, comme une géométrie dessinée par quelque chose qui ignore les limites humaines. Certains disaient que cela ressemblait à un coffre-fort, d'autres à un bunker. Mais ils connaissaient la vérité, même s'ils ne pouvaient pas la dire à voix haute. Cela ressemblait à un tombeau. Ils ont essayé d'envoyer des drones, mais rien n'a fonctionné. Le signal a chuté dès que la caméra a franchi le seuil. Les batteries se sont déchargées instantanément. Il a demandé à l'un des techniciens de bricoler un boîtier plombé et d'y insérer une sonde thermique. Le résultat les a glacés. L'un des enregistrements audio numériques s'enregistrait juste avant la brèche avait enregistré quelque chose qu'aucun d'eux n'avait remarqué en direct. D'abord des parasites, puis un grésillement aigu, et en dessous, une voix déformée, résonnante, impossible. Il ne la diffusa pas pour l'équipage. Il n'avait pas besoin de paniquer. Mais tard dans la nuit, il se dirigea de nouveau vers le bord de la brèche. Seul, il ne savait pas à quoi il s'attendait. Peut-être un mensonge, peut-être rien. Mais ce qu'il vit le fit net. La chambre brillait.
Une faible lueur bleue jaillissait du mur du fond. Des symboles apparurent, flottant, projetés dans l'air comme de la lumière à travers la brume. Ils se décalèrent, se réorganisèrent, formèrent une séquence, puis s'immobilisèrent. Le géologue de l'équipage les compara plus tard à un tableau périodique, mais celui-ci ne correspondait à aucun élément connu. Ensemble, Centray, Vibrant, ne correspondait à rien de ce qui avait été catalogué. Ce n'est pas seulement inconnu, dit-elle, ce n'est pas d'ici. 2 jours plus tard, l'eau du camp est devenue noire. Les réservoirs, remplis par la fonte des neiges toutes proches, étaient contaminés. Ni par du pétrole, ni par du limon, mais par un composé minéral qu'ils ne parvenaient pas à identifier. Filtrer n'a rien changé. Faire bouillir a aggravé la situation. Ça puait le métal brûlé. Cette saison a été riche en émotions. Nous avons dû prendre des décisions importantes. L'achat du Minion m'a fait peur, mais il semble que cet achat en valait la peine. Les membres de l'équipage ont développé des éruptions cutanées, des hallucinations et des saignements de nez. Un homme s'est effondré. À son réveil, il a parlé une langue inconnue pendant 3 minutes d'affilée avant de s'évanouir à nouveau. Ils l'ont évacué par hélicoptère à Whitehorse. Aucun diagnostic n'a été posé. Il ne se souvenait de rien. Et pourtant, il refusait de fermer les yeux. Ses investisseurs l'appelaient sans arrêt. Les représentants du gouvernement ont de nouveau frappé à la porte. Et cette fois, ils ne demandaient pas la permission. Ils ont fait venir des hélicoptères, des conteneurs militaires et des ordonnances judiciaires qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. « Vous allez quitter le site », ont-ils dit, mais il a tenu bon. Ce n'est pas un terrain fédéral. Vous n'en êtes pas propriétaire. Oui, c'est là que les menaces ont commencé. Non pas à son encontre, mais à l'encontre de son équipage. Les téléphones ont commencé à sonner la nuit, des numéros non répertoriés, des voix murmurant des coordonnées, des descriptions de membres de sa famille, des avertissements. La chambre appartient à la Terre, dit l'un d'eux, et vous êtes ses invités. Il tint bon, mais en secret, il prit une décision. Entrer, pas seulement fouiner. Scanner, prélever des échantillons. Enter. Avec Mitch, 2 projecteurs et un enregistreur portable, il s'engagea dans l'inconnu. Il faisait plus froid que prévu. La lumière brillait encore, mais faiblement. Les symboles s'estompèrent à mesure qu'ils s'enfonçaient. Les murs étaient anormalement lisses, comme de l'obsidienne, mais plus doux. Ils se courbaient sur eux-mêmes, formant une rampe en spirale descendant dans l'obscurité. Son enregistreur fonctionna pendant 27 minutes. Puis la communication s'est coupée. Place de signal. Plus de lumière, juste le silence. À leur retour, des heures plus tard, quelque chose avait changé. Il resta silencieux pendant 2 jours. Il ne mina pas, ne planifia rien, ne mangea pas beaucoup, resta simplement assis dans sa caravane, les yeux rivés sur l'artefact qu'ils avaient caché dans la boîte en plomb, le fixant comme s'il allait parler. Quand Mitch rompit enfin le silence, il dit simplement ceci. « Ça ne vient pas d'ici, et ça n'était pas censé être trouvé. » L'artefact, la sphère noire, avait changé. Il brillait maintenant faiblement, comme s'il était éveillé, et ses pulsations rythmaient le bourdonnement provenant de la chambre. C'est alors qu'il ordonna le verrouillage complet du site. Plus de fouilles, plus d'exploration. L'or pouvait attendre. Il ne s'agissait plus de trésors. Il s'agissait de survie, car après leur descente, les événements sur le site prirent une tournure inattendue, le réveil sous le Klondike. Lorsque la nouvelle a finalement éclaté, il était trop tard pour la contenir. Un petit blog tenu par un ancien membre d'équipage a divulgué des images de la sphère noire, de la chambre couverte de glyphes et de la descente de Parker. En 24 heures, ces images sont devenues virales. Les forums miniers ont explosé. Les chaînes complotistes l'ont surnommé le Yukon Beacon. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'un extraterrestre. D'autres parlaient d'une technologie humaine ancestrale issue d'une civilisation disparue. Quelques-uns pensaient qu'il s'agissait de quelque chose d'encore pire, quelque chose avec lequel les humains n'avaient aucune interaction. Miles Parker, Louis, ne dites mot. Il ne pouvait pas. Il était désormais surveillé par bien plus que des hommes. Après la fuite, tout a changé. Des véhicules militaires sont apparus sans marquage. La couverture satellite de la zone a été interrompue. Les cartes officielles du site ont été effacées ou remplacées par de fausses superpositions de reliefs. Les vols ont été déroutés. Google Earth a masqué la région et la concession minière de Parker, révoquée. Sans plus attendre, sans procès, sans avertissement, sans formalité administrative, on lui a dit de partir. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela,
il a redoublé d'efforts, a utilisé toutes ses ressources, a dépensé un demi-million de dollars en une semaine, a payé des équipes au noir, a acheté des équipements pour le froid, des communications de terrain, des liaisons satellites et des blindages en plomb. Parce que maintenant, il connaissait la vérité. L'artefact était un émetteur, pas seulement passif, pas seulement ancien. Il envoyait quelque chose. Au début, les signaux étaient brefs et aléatoires. Puis ils ont commencé à former des schémas. Parker a engagé un cryptographe. Il est parti au bout de 3 jours, tremblant et insensible. « Ce n'est pas du langage, murmura-t-il. Ce sont des instructions. Des instructions pourquoi? Personne ne le savait. Mais les pulsations devinrent plus fortes. En une semaine, des mineurs des concessions minières voisines ont fait état de cauchemars, d'hallucinations communes, de visions identiques dans la Terre et de rêves des mêmes chiffres. Un homme a affirmé que son chien s'était mis à lui parler en code. Il ne plaisantait pas. Il avait tout noté, ajusté le débit d'alimentation, ajusté l'eau. C'était très amusant, mais aussi un véritable défi. Parce que tu es comme une matière à ciel ouvert, une eau à ciel ouvert. Éloigne-toi. Un autre a dit avoir vu Parker en rêve, debout à l'intérieur d'une sphère lumineuse, les yeux noirs, souriante. Et pourtant, Parker ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas, car il croyait désormais que la sphère n'était pas seulement active, mais intelligente. Elle avait un but, et c'est elle qui l'avait choisi. Mais ce n'était pas le plus effrayant. Le plus effrayant fut la découverte de la deuxième sphère, non pas par Parker, mais par Tony Beats, à seulement 48 km de là. Identique, enfoui sous un ancien canal, à une profondeur jamais atteinte auparavant. Déterré par accident lors d'une extension de coupe de routine, il ne bourdonnait pas encore. Mais il était chaud, trop chaud, et il attendait. C'est alors que les schémas se sont révélés clairs. 2 sphères, 2 sites, 2 chambres, on circuit. Le géologue de Parker a fait les calculs. Si les 2 artefacts étaient connectés, et elle le croyait, alors quelque chose était en train de s'activer, de s'alimenter. Un système, peut-être global, peut-être plus ancien que l'histoire écrite. Puis le bourdonnement cessa. Silence, pour la première fois depuis des semaines. Le site s'est tu. Plus de pouls, plus de vibrations, juste le silence. Les membres de l'équipage ont célébré. Certains ont plié bagages et sont partis. Mais Parker savait que le silence n'était pas synonyme de sécurité. Le silence signifiait écouter. Et lorsque le ciel devint rouge sang à l'horizon du Yukon, il sut que quelque chose les avait entendus. Cela commença par un grondement sourd, non pas sous terre, mais au-dessus, comme le tonnerre, mais s'étirant comme du caramel, un son qui roulait sur les collines et faisait osciller les arbres même sans vent. Les téléphones cessèrent de fonctionner. Les aiguilles des boussoles se remirent à tourner. Parker Schnabel a-t-il accidentellement déclenché un événement mondial inexpliqué par les scientifiques? Ou a-t-il participé à quelque chose de bien plus intentionnel? Est-ce le début d'une révélation ou d'une prise de conscience? Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.